Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 67 de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je reçois Anne Dupin, cofondatrice du Greenwashing Comedy Club, un comedy club nomade qui aborde les sujets du capitalisme, des luttes sociales et écologiques avec humour. Petit disclaimer avant de commencer, cet épisode a été enregistré le 10 juin, donc comme j'imagine que la rentrée politique va être mouvementée, je trouvais ça important de vous le préciser. Les Lyonnais et Lyonnaises, sachez que le Greenwashing Comedy Club passe à Lyon le 13 novembre, donc n'hésitez pas à checker le lieu sur leur compte Instagram. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à le soutenir sur les plateformes et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi soutenir le podcast sur Tipeee à partir de 1€. J'ai besoin de votre aide pour faire avancer le projet, alors merci à vous et merci à Anne pour son temps et son partage. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne. Bonjour. Merci beaucoup de prendre de ton temps pour venir témoigner au micro du podcast. C'est trop cool de t'avoir au micro aujourd'hui. Et pour commencer, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Je m'appelle Anne Dupin, c'est un pseudo. Et je suis donc stand-upeuse, psychomotricienne. Enfin, je viens d'être diplômée, j'avais fait une reconversion, comme tous les bons bobos. Et voilà, et j'adore passer mes vacances en Lozère. Ok, trop bien. C'est quoi, psychomotricienne ? C'est un métier mais passionnant, qui est en fait qui est un métier du paramédical. Donc en gros, les études se font en fac de médecine. Et après, tu bosses auprès de gens qui ont des troubles corporels. Donc, ça peut être des troubles de somatisation ou de troubles psychologiques, mais que tu ressens dans ton corps. Mais ça peut être aussi des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, des gens qui ont fait des AVC. Et en fait, c'est une sorte de travail de rééducation où tu te bases beaucoup sur la créativité et aussi les états émotionnels de la personne. Voilà. Donc c'est un peu le kiné du cerveau, ou rien à voir. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est plus l'orthophoniste du corps, je dirais. Ok. Ok, très bien. En vrai, c'est un truc super perché et en même temps super, qui repose sur des concepts scientifiques, quoi, sur des, ça doit être passionnant. Et du coup, ouais. C'est super intéressant. Ouais. J'ai Grave. découvert ça il y a 10 ans. Je me suis dit, mais attends, c'est incroyable. Faut que je fasse ça. Donc là, je viens d'être diplômée. Ok, trop bien, félicitations. Ouais. Et à côté de ça, du coup, tu fais aussi du stand-up. Je suis stand-upeuse, voilà. Et donc, j'ai fondé le Greenwashing Comedy Club, qu'aujourd'hui, j'anime avec Raphaël Achir, voilà, qui est l'autre humoriste du collectif avec qui on monte tous les projets ensemble. Trop bien. Et avant de parler du greenwashing, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené, toi, au stand-up, ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui ? Ouais, alors moi, j'ai un parcours un peu atypique professionnel. J'ai fait beaucoup de reconversion, on va dire. Et en fait, à un moment, je travaillais dans une banque pas du tout éthique, une grosse banque, quoi. Okay. Et j'étais hyper malheureuse, je me sentais pas du tout à ma place. C'était... c'était avant MeToo, donc les gens étaient... Il y avait des managers, mais archi toxiques. Et tout était malsain, en fait, là-dedans. Du coup, et puis surtout, moi, j'ai joué un peu un rôle, quoi. J'allais en costume, machin, et tout. Donc, je me sentais hyper étriquée. Je pouvais pas du tout dire ce que je voulais faire. Bref, tout ça. Et un jour, je vois, donc c'était, il y a longtemps, il y a 10 ans, je vois le film Man on the Moon de Milos Forman. Je sais pas si tu l'as pas vu, non. Il est trop bien. C'est, tu sais, Milos Forman, il a aussi fait Amadeus, qui est le film sur la vie de Mozart. C'est un film, Amadeus, c'est un film sur la vie de Mozart, vu d'en fait Salieri, qui est son ennemi. En gros, c'est un compositeur qui est un contemporain de Mozart, mais qui n'a pas connu le même succès que lui et que tout le monde a oublié. Et en fait, pendant tout le film, il est obsédé par Mozart parce qu'il est témoin de son génie, mais lui, il n'arrive pas à reproduire ce génie dans ses œuvres, tu vois. Okay. Et cette espèce de fascination, voilà. Enfin, il est incroyable, ce film. Et du coup, ça, c'était Amadeus. Et Milos Forman, c'est la vie de Andy Kaufman, donc c'est interprété par Jim Carrey. Et c'est un stand-upper américain, pareil, qui a vécu dans les années 70. Je pense qu'il est mort aujourd'hui. Et en fait, lui, ce qu'il faisait comme humour, c'était vraiment l'humour de gêne, de malaise. Et en fait, c'est ça, moi, je vois une scène de film où, en fait, en gros, il monte sur scène. Et en plus, il est déguisé en espèce d'Elvis bizarre, machin. Il se met à insulter tout le monde et tout.
Et en fait, les gens pensent que c'est une vraie personne, tu vois. Enfin, ils pensent que c'est vraiment lui. Et même, il insulte un gars du public. Après, tu t'aperçois que le mec, c'est un complice, en fait, et tout ça. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, c'est dingue, parce qu'en fait, il y a un endroit où tu peux faire croire que t'es quelqu'un d'autre. Mais c'est pas tout à fait comme être acteur, parce que quand t'es acteur, tu joues un rôle, et il y a une convention qui est que c'est une fiction, tu vois. Ouais. Alors que quand tu fais du stand-up, tu peux interpréter une autre personne ou une version complètement dingue de toi-même, mais dans un contexte de réalité où les gens, ils pensent que c'est une vraie personne, quoi. Ouais. Tu vois c'est genre une folie autorisée. Et du coup, en plus, t'as un peu le contrôle sur les choses que t'as écrit et tout. Je me suis dit, ouais, je veux trop faire ça. Et j'adorais Florence Foresti aussi, voilà. Ok. Et du coup, comment t'as fait pour arriver à tes premières scènes comment ça se passe une première scène de stand-up? Franchement, moi j'ai commencé il y a vraiment longtemps parce que je travaillais. Donc du coup, j'ai commencé, je sais pas, il y a genre 7 ans, tu vois, et je travaillais à côté. Donc j'ai beaucoup fait ça en filigrane pendant longtemps. Mais on va pas chercher sur internet si c'est filigrane ou filigrane, parce que c'est les joies de la spontanéité. Non, j'en sais rien. Bref, en pointillé, quoi. Et du coup, en fait, au départ, il y avait un espèce de cours que tu pouvais faire qui était pas mal dans une cave qui s'appelait le Team Make Me Love ou je sais pas quoi. Okay. Et en fait, tu te réunissais avec d'autres humoristes dans une cave et puis t'écrivais des blagues, on se les lisait. Bon, du coup, des apprentis humoristes, tu vois, plutôt des gens hyper débutants. Donc ça a un peu fourni les premières scènes, les premiers retours et tout ça. Il y avait une méthode d'écriture qui était assez intéressante. En fait, tu viens et tu dis voilà, j'ai envie de parler de ça. Et en gros, les gens du groupe te posent des questions. Et du coup, ces questions te permettent de savoir un peu ce qui va intriguer les gens, les axes. Et même en improvisant comme ça, en répondant aux questions, tu peux aussi trouver des blagues et tout. Donc c'était pas mal. Puis après, il y a plein de lieux. En fait, à Paris, il y a partout c'est pareil. Le stand-up, c'est structuré comme ça. T'as les spectacles, bon voilà, les gens qui ont 1 heure. Et après, t'as ce qui s'appelle les comedy clubs ou les plateaux. Et donc là, c'est comme ce que le Greenwashing Comedy Club. Sauf que alors, le Greenwashing Comedy Club, c'est encore une autre spécificité. Mais bon, en gros, c'est un plateau avec plusieurs artistes, tu vois. Et du coup, tu fais que 10-15 minutes. Donc, ça te permet de te rôder. Et c'est hyper bien pour le public parce qu'il voit une variété de personnes. Et donc, un comedy club, c'est un lieu où t'as ton propre lieu. Et un plateau, c'est... t'es pas propriétaire des murs. Tu joues 1 fois par semaine. Tu vois, t'as un bar et puis qui t'accueille. Et du coup, moi, il y avait plein de plateaux, donc j'ai joué comme ça dans plein de plateaux. Tu joues, et puis si les gens aiment bien ce que t'as fait, tu peux rejouer. T'as aussi des plateaux qui sont vraiment connus comme étant des plateaux de test où il n'y a pas trop de public, mais tu viens et tu sais que tu vas pouvoir tester même devant des humoristes. Avoir des retours. Ouais, déjà avoir des retours. Et déjà, juste en fait, expérimenter le fait de faire le texte devant des gens, quoi. C'est déjà, un entraînement. Et ouais, le Greenwashing Comedy Club, bon, après, je pense qu'on va revenir là-dessus en détail. Alors, nous, la subtilité que j'ai trouvée, c'est que c'est un comedy club nomade. C'est-à-dire, on n'a pas de lieu, mais on joue dans plusieurs endroits. Voilà. Bon, enfin c'est plus ça, mais c'est pas non plus en plateau parce qu'on a pas mal de scènes, donc voilà. On a un comedy club nomade, c'est un concept. Ok. Et oui, justement, moi je vous ai vu à Lyon, c'est comme ça que je vous ai découvert. Du coup, c'était, je crois, la première partie de Qui fait la barbe. Nicolas Mérieux. Oui, c'est ça. Nicolas, son prénom. Ouais, c'est ça. Donc je vous ai vu là, et du coup, à l'Équilibriste, un super resto végétarien. Venez là-bas, ils sont super. À Lyon. Et donc. du coup, à Lyon. Et du coup, je vous ai vu en première partie et en plateau seul, qui faisait 1h15, dans mes souvenirs, 1 heure. Ouais. Et c'était génial de voir vos humoristes et je trouvais que vous aviez aussi un parti pris assez original, très politique de A à Z. Et justement, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as fondé le greenwashing ? Quelles sont vos valeurs ? Qu'est-ce que vous voulez mettre dedans ? Et depuis quand ça existe, tout ça ? Ouais, donc du coup, je l'ai créé en 2020. Et donc à l'époque, je travaillais dans donc j'avais changé de boulot, j'étais plus dans cette banque horrible, je travaillais dans le secteur de l'écologie. Et justement, ma mission, c'était aussi de financer des entreprises en vérifiant qui étaient des entreprises à impact environnemental ou social. Et puis donc, quand je réfléchissais au financement, je me posais aussi la question du greenwashing, quoi. Est-ce que cette boîte elle a un vrai impact ou est-ce que c'est juste pour la pub, quoi. Donc c'était de là que venait le nom. Et moi, donc parallèlement à ça, je faisais du stand-up. Il y avait il y avait 2 constats. Il y avait déjà, je me suis aperçue que de plus en plus de gens s'emparaient du sujet de l'écologie. Pas forcément, tu vois, sur un spectacle d'1 heure, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça nous touche tous. Donc, en fait, t'as plein de sketchs. T'as même un sketch, tu peux trouver en ligne, qui a été fait il y a longtemps. J'ai 5-6 ans d'un humoriste qui est très fort, qui s'appelle Az. Ça s'appelle Les Pailles. Il est trop drôle. Et c'est un mec qui en a rien à faire de l'écologie et qui râle parce que maintenant, on peut plus utiliser les pailles, tu vois. Mais
le sketch, il est génial, quoi. Et c'est quand même, c'est super intéressant. Enfin, tu vois, je voyais qu'il y avait même sur les plateaux des gens qui parlaient de ça. Et puis aussi, bien sûr, bon, bah, de toute façon, c'est l'intersectionnalité des luttes, tu vois. Donc, il y avait aussi, bah, moi, je parlais beaucoup de féminisme. Hein. Il y avait des gens qui parlaient de féminisme, des luttes LGBT, d'anticapitalisme, d'antiracisme, etc. Voilà, moi, c'est ce que j'aimais bien aussi dans le stand-up. Je m'étais fait plein d'amis qui venaient de plein d'horizons différents. En fait, moi, vraiment, ce que j'aime vraiment dans le stand-up, c'est le côté où tu mélanges plein de gens différents et tu vois plein de points de vue. Et du fait qu'on est reliés par le fait qu'on aime l'humour et écrire ensemble, bah, on est tous potes, tu vois. Ouais. Et ça, c'est chouette. Et tu peux, du coup, créer plein d'affinités avec des gens hyper différents que tu n'aurais pas rencontrés dans la vie, tout ça. Et donc, en remarquant ça, donc il y avait ça. Il y avait le fait que le milieu des plateaux était un milieu assez toxique, des plateaux et des comedy clubs, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'humoristes, leur seul sujet de conversation, c'est où est-ce qu'on peut jouer, etc. Enfin, c'est toujours les mêmes sujets, c'est pas intéressant. Il y a effectivement pas mal de gars qui font des blagues un peu misogynes et tout. Et surtout, il y a un truc qui est très toxique, qui est que c'est un milieu très compétitif, où les places sont chères. Maintenant, ça s'est un peu ouvert. En fait, maintenant, il y a du stand-up partout, donc limite, c'est plus ouvert. Mais à un moment, c'était très fermé comme milieu. Il y avait qu'un comedy club, tout ça. Et en fait, tu joues et en fait, tu testes et les gens, ils regardent ce que tu fais, ils commentent. C'est un peu comme la cour du collège, quoi. Enfin, c'est assez violent. Tu sais, en fait, le truc du stand-up, c'est que quand tu joues, t'as les rires et si t'as pas les rires, bah, c'est nul. Enfin, c'est beaucoup plus immédiat, quoi, comme retour. Donc, les rires, ils te portent, mais aussi, voilà. Donc, il y avait aussi un truc où pour créer, c'était pas évident. Et c'est un peu le problème aussi, c'est qu'en stand-up, c'est intéressant de tester des nouveautés et tout ça. Et c'est difficile de tester parce que c'est là que tu peux te prendre un bide. Et donc, tu vas avoir envie de jouer que t'es sûr. Donc, ce qu'on appelle t'es sûr, c'est le sketch que tu fais tout le temps. Okay. Pour pas que les gens te disent « Ah, machine, c'est une bideuse. » Enfin, pas c'est une bideuse, mais elle bide, la prend pas, elle est pas efficace, tu vois. Et t'as l'impression que c'est ta seule chance à chaque fois de... Ouais. Faut tout le temps être au top et faire rire les gens, assurément, quoi. Et il y avait vachement, et il y a toujours vachement cette ambiance-là. Il faut vraiment grave faire tes preuves et être vraiment très fort pour que, genre, on te pardonne un bide dans les comédie clubs. Ok. Et du coup, et puis même, c'est un peu toxique, les gens ils sont là, ils commentent ce que t'as fait. Donc moi j'étais pas très bien dans ce milieu-là. Et au final, il y avait aussi le fait que du coup je fréquentais plein de tiers-lieux et je me disais ouais mais dans les tiers-lieux il y a vraiment un public qui va être intéressé par l'humour autour de l'écologie. Donc moi je vais pouvoir aussi développer plein de blagues engagées là-bas, les tester là-bas et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à démarcher d'abord un festival vegan qui s'appelle le Smile, qui est trop cool, qui est une fois par an. Qui fait des concerts et de la bouffe vegan. Et du coup, ils nous ont mis une petite scène. Ça, c'était la première en 2020. Ensuite, on a fait jouer au Sample, dans plein d'autres tiers-lieux comme ça. Et puis, du coup, il y a eu un très bon bouche à oreille. Et on a fini à l'Académie du Climat, qui est un peu notre fief pour l'instant, qui est un tiers-lieu hyper bien, avec plein de conférences sur l'écologie, plein de choses autour de l'écologie à Paris, là, à côté d'ici d'ailleurs, à Châtelet. Et du coup, là-bas, on joue 2 fois par mois. Pour synthétiser, il y avait un constat de il y a plein de gens qui parlent d'écologie, de trucs sociaux, ce serait trop cool de les réunir tous sur le même plateau parce qu'il y a des publics qui s'intéressent spécifiquement à ça, tu vois. Deuxième constat, c'était il y a aussi un environnement un peu toxique dans le monde du stand-up et ce serait bien de créer quelque chose d'autre, une alternative plus inclusive et avec plus de... Bon, c'est un mot... Je me moque de ce mot sur scène, mais c'est vrai, avec plus de bienveillance, tu vois, ou au moins le droit à l'erreur. Quelque chose d'un peu plus, où tu peux tester, quoi. Où c'est pas grave, en fait. Les choses sont pas graves, tu vois, où c'est léger, quoi. Voilà. Et vous êtes combien, du coup, maintenant, d'humoristes qui gravitent autour, en tout cas L'idée, c'est ça, c'est que en gros, on est un noyau dur, on va dire, de 10 humoristes, tu vois, qui jouent beaucoup ensemble. Et puis voilà, et puis après, je t'en parlerai aussi. On fait pas mal de plans, ce qu'on appelle les plans corpo, on joue pas mal en entreprise. Du coup, là, voilà, ça c'est le noyau dur. Mais après, en fait, on fait jouer plein de gens, et même des gens qui sont pas engagés dans l'écologie, mais parce qu'ils ont un sketch là-dessus, ou voilà, on va les faire jouer. Ou il y a des gens qui parlent pas d'écologie, mais comme ils parlent d'autres sujets qui m'intéressent, on les fait jouer. Donc après, je sais pas, on a dû faire jouer 100 artistes, tu vois, depuis le début. Ok, quand même, ouais, c'est beaucoup, hein. Et vous faites comment pour trouver ces nouvelles personnes-là? Vous allez vous aussi dans d'autres comédie clubs? Comment ça se rencontre tout ce monde-là? Ouais, à la base, moi, c'était beaucoup les gens que j'avais vus dans les comédie clubs où je jouais. Ouais. Si ça parle d'écologie, je regarde toutes les vidéos. Donc franchement, il y a... on a un humoriste qui joue beaucoup chez nous, qui est dans les disques, qui s'appelle Nicolas Benoît. Et lui, au départ, il m'avait envoyé une vidéo, tu vois.
Et Raphaëla aussi, en fait. Et c'est des gens qui, au départ, ils m'avaient envoyé une vidéo. Ouais, après, c'est un peu bouche à oreille, ou des gens qui me recommandent des gens. Et j'avoue que, moi, comme j'ai cette autre activité de psychomotricienne, j'ai plus trop le temps de jouer sur les autres plateaux. Peut-être là, à la rentrée, ça va reprendre, mais... Donc, c'est plus les autres qui font du repérage pour moi. Enfin, qui me disent, il y a telle personne. Voilà. Et pour Lyon, pour Lyon et les autres villes, du coup, tu trouves les salles comment tu fais pour avoir ces partenariats comme t'as à Paris? Ça vient à nous. Comment? Ça vient à nous. Les gens viennent à nous. Trop bien. En gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en 2023, quand on a commencé à jouer à l'Académie du Climat, on a eu un article de reporter et qui est un super média engagé écologique. Et en fait, à partir de cet article, il y a plein... Je pense qu'à cette époque-là, la presse voulait parler d'écologie, mais ils voulaient un axe un peu divertissement. Et du coup, en fait, il y avait que nous. Enfin, je sais pas, à ce moment-là. Et du coup, ils nous ont contactés et on a fait plein de presse. Ok. Vraiment, parce que en plus, reporter, c'est déjà bien connu. En plus, comme. Non, mais on a fait des trucs de fou, on a fait Télérama. Ah, je vais dire des trucs qui sont pas des trucs de fou, tu vas voir. Enfin, après Télérama. Non, mais... Si, je t'ai vu sur un plateau télé. On a fait BFM Insta. TV, voilà. Bon. Alors, mais ça, c'est un sujet intéressant dont on peut parler après, qui est une vraie question qu'on s'est posée, qui est, est-ce qu'on va et est-ce qu'on joue devant des publics qui sont pas... la réponse est oui, mais il faut le développer plus. Mais enfin, bon, on a eu plein d'articles dans vraiment, je sais pas, une 50aine, tu vois. Et puis, des France Inter, Europe 1, bref. Grave. Et en fait, les articles, ça a fait boule de neige. Et du coup, en fait, maintenant, on a plein d'entreprises et aussi des festivals, des gens de notre écosystème, des assos, tout ça, qui nous contactent pour jouer. Trop bien. Je voulais te parler après de valeurs, mais je pense que vu comme on est parti plus sur le côté qu'est-ce que c'est qu'un comedy club et tout, on peut d'abord faire cette partie peut-être. Donc le qu'est-ce que c'est un comedy club, tu nous as déjà dit. Mais du coup, pour celles et ceux qui sont pas du tout dans ce milieu-là, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez un statut juridique? Vous êtes une compagnie comme au théâtre? Nous, en fait, tu peux tout faire, mais nous, on est une compagnie sous forme associative, voilà. Ok. Et donc, vous avez un bureau et... Ouais, c'est ça, on a un bureau... structuré comme une asso 1901. on est structuré... Ouais, c'est ça, on est une asso loi 1901. Quand un humoriste se lance, qu'est-ce qu'il peut avoir comme statut social, du coup c'est plutôt l'intermittence? Oui, alors, en gros, les humoristes, au départ, tu sais, donc tu joues dans les plateaux, donc t'es au chapeau, voilà, bon. Puis ensuite, effectivement, quand tu te professionnalises, en général, c'est quand tu commences... quand tu joues sur les comédie clubs, maintenant, ils payent pas mal au cachet. Où, en fait, à Paris, il y a encore beaucoup le système du chapeau, machin. Mais ensuite, les comédie clubs, en gros, ils te payent au cachet. Et puis, quand tu joues aussi dans des entreprises, t'es payé au cachet. Et puis, où est-ce que tu peux être payé au cachet? Enfin bon, et puis quand t'as ton spectacle, surtout, tu fais des cachets. Donc en fait les humoristes ils deviennent assez rapidement intermittents. En fait j'ai l'impression moi de ce que je ressens qu'avant le Covid c'était beaucoup de l'espèce, beaucoup de gens qui pouvaient toucher tout leur salaire en espèces et tout ça. Et comme maintenant j'ai l'impression que c'est aussi parce que pour toucher des... Enfin je sais pas, après ça tout le monde s'est un peu mis aux normes quoi. Et maintenant c'est beaucoup des cachets, voilà. Tant mieux, je trouve ça bien, mais parce que dans ma tête, je voyais vraiment le stand-up hyper mal payé, un peu comme moi, j'ai plein de potes dans le drag, et je sais que les drags sont payés de façon vraiment ridicule, quoi. Elles galèrent complètement parce que, par exemple, à Lyon, je pense qu'il y en a, mais moi, perso, je connais aucun ou aucune drague qui touche l'intermittence. C'est souvent des personnes qui sont en auto-entreprise, qui sont payées vraiment des fois 50 ou 80 euros la soirée pour les dragues les plus connues, alors que en fait, juste leur make-up pour la soirée, c'est terminé, quoi. Genre, les 80 euros, ils passent très vite. Et du coup, elles ont vraiment beaucoup de mal à faire passer leurs droits auprès des salles et des endroits, parce que c'est aussi... des petits lieux qui sont aussi précaires et du coup souvent ça joue un peu là-dessus, mais c'est vrai que du coup j'ai l'impression que c'est des gens qui sont payés tout le temps au rabais
Et j'avais l'impression que dans le stand-up, justement, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient payés uniquement au chapeau dans tous les endroits où je suis allée, que je vois et tout. Et j'imagine qu'au chapeau, tu gagnes pas grand-chose. Je sais pas. En fait, ça dépend parce que après, le problème du chapeau, surtout, c'est que c'est pas déclaré, tu cotises pas, ça n'a pas d'existence. Mais en fait, non, ça peut être intéressant parce que des fois, tu peux toucher, genre, par exemple, 50 € au chapeau. Et il y a des humoristes... en fait, l'idée, c'est d'avoir son entrée dans les différents comedy clubs et tout. Ouais. Et donc, et plateaux. Et les plateaux, oui, c'est toujours au chapeau. Et en fait, t'en as, ils font 4 plateaux dans la soirée. Donc en fait, mettons, tu te fais 40 € par plateau, bah tu repars avec 160 €. Et tu fais ça 20 jours par mois, bah ça te fait 3000 € quoi à la fin du mois. Okay. Bon là, je suis un peu... En fait, c'est hyper dur de faire ces 42 cachets. Et du coup, c'est pas évident d'arriver à plus, quand t'es un humoriste débutant, tu vois. D'arriver à plus, ça c'est déjà balèze, d'arriver à plus qu'un SMIC. Donc c'est vrai que tu peux pas vraiment vivre de ça. Après, c'est ça en général, bah du coup, ils complètent avec les chapeaux en espèces, etc. Ouais. Okay. Mais en fait... Aujourd'hui, comme il y a un très bon essor de l'humour, là, c'est un peu des années où il y a vraiment moyen... Tu as des gens qui sont pas du tout connus et qui en vivent... c'est pas un truc mais qui gagnent entre 1500 et 2000 € par mois. Ok. Donc, c'est pas inintéressant. Trop bien, bah carrément. Et surtout, il y a un truc un peu scandaleux dans l'humour. C'est que... En fait, c'est le truc du sûr. C'est qu'en fait, tu peux avoir un truc de 10 minutes... hyper rodé, tu le joues partout, tout le temps le même, tous les soirs, et tu vis de ça. Il y a vraiment des gens, ils vivent de leur sur... Ouais. Donc voilà, après, bah voilà, donc par contre, c'est hyper dur de... Là, je te dresse un tableau idyllique. C'est hyper dur de... Tu vois, nous, au greenwashing, en fait, effectivement, ce qui est super, c'est qu'on a c'est ce qu'on appelle les plans en entreprise, et ça permet vraiment de bien... Enfin, pas de bien gagner sa vie parce qu'on n'en a pas... Enfin, on est une troupe, donc les gens, ils jouent pas tous... Enfin, tu vois, ils font pas tous les plans, mais bon... Du coup, ça permet à des humoristes de faire des cachets. Et après, ça nous laisse le temps, effectivement, d'écrire. Parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps d'écrire des nouveautés, de l'actualité. Des fois, on écrit sur l'entreprise. Donc, je dirais pas que c'est bien payé, mais en tout cas, les plans entreprises permettent de vivre, tu vois. Et ça, c'est cool. En gros, le truc qui est dur dans l'humour, c'est que nous, du coup, on a créé un peu cette espèce d'îlot pour les gens qui font de l'humour engagé et tout ça. Il y a des gens chez nous qui jouent sur les gros plateaux, mais il y en a plein aussi qui n'y jouent pas pour parfois des raisons, je te dis éthiques, vraiment, parce qu'ils sont là, franchement, l'ambiance est pourrie, j'ai pas envie, quoi. Mais aussi parce que ces gros plateaux ont pas forcément envie d'avoir des humours trop alternatifs et tout ça. Et du coup, ils sont pas pris là. Et donc, en fait, ce qui est difficile, c'est d'être programmé sur 4 plateaux par soir. Comme tu vois, je te parlais de ce business model des 4 plateaux, c'est pas gagné-gagné, quoi. Ouais. Et en général, quand tu débutes, c'est plus 10 par mois. Et voilà, ça va pas te faire un truc... Et de fou, quoi. Peut-être une fois que t'as ton 10 qui marche bien, mais avant ça, c'est quand même un métier, c'est très dur d'y rentrer et de gagner sa vie, quoi. Ouais, et du coup, d'après toi, le fait d'être engagé dans tes blagues, c'est encore une barrière en plus pour arriver à gagner ta vie? En fait, faut le faire subtilement. En fait, je pense, en fait, quand c'est drôle, tu vois. Donc, au final... Ouais. Tu vois, il y a les plateaux de Paris, là, donc t'as Paname, Joke, je sais pas quoi. Paname, j'ai trouvé ça vraiment pas engagé quand j'y suis allée. Ah non, c'est clair. C'est vraiment... Déjà, en plus, les gens qui programment, moi, j'étais choquée de voir certains humoristes. Bah oui, bien sûr. Bah, c'est le Paname. Genre, il y avait Norman quand j'y étais. Ah oui. J'étais en mode, non, mais stop, quoi. Ah, c'est des ouf. Bon. Non, mais ils sont... Ils sont graves. Mais non, ils programment des gens pas possibles. Mais après, tu vois, par exemple, Marine Leonardi, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est pas non plus hésite pas à me donner humoriste de gauche, incroyablement de gauche. Mais c'est là l'humoriste qui perce en ce moment, qui parle d'humour féministe. Enfin, elle parle beaucoup, en fait, de la condition de la femme qui a des enfants, quoi. En gros, elle a un mari de 2 enfants et elle a beaucoup de charge mentale. Et maintenant, du coup, elle a un peu percé sur Insta. Et puis maintenant, c'est un peu la nouvelle star, un peu, tu vois. Elle fait plein de trucs, et elle joue notamment à France Inter et tout ça. Et franchement, plus ça avance, plus je trouve que ce qu'elle fait, c'est assez engagé. Elle va s'engager pour la cause LGBT, elle va s'engager pour l'écologie et tout ça. Ça l'était déjà au départ parce que c'était quand même des blagues sur le fait que son mari fout rien à la maison, machin et tout. Donc il y avait quand même des trucs féministes. Et c'est quelqu'un qui a démarré au Paname, tu vois. Okay. Donc je pense que ces gros plateaux, quand ils repèrent quelqu'un avec vraiment un talent, même si c'est de l'humour, il faut que ce soit accessible.
Mais même si c'est de l'humour un peu engagé... En fait, même si c'est de l'humour engagé, ils vont quand même te faire jouer. Donc c'est pas non plus l'humour engagé te bloque pas la porte. Oui. Le truc qui est plus compliqué, c'est que nous, c'est ça. Des fois, on se fait plaisir, on joue à l'Académie du Climat, on va montrer qu'on est ouvertement on n'est pas d'un bord politique, mais écolo, bon ça, ouais, c'est sûr. Mais oui, avec des valeurs anticapitalistes, machin, tout ça. Et du coup, des fois, tu vas un peu parler comme si c'était normal et que tout le monde pensait comme toi et tout ça et machin. Et en fait, faut pas faire ça quand t'es dans des plateaux qui sont pas engagés. C'est juste, faut adapter ton discours pour que tout le monde puisse l'entendre. Parce que oui, faut pas quand que c'est drôle, voilà. Que tous tes publics sont les mêmes et sont d'accord avec toi. C'est ça. Et c'est un peu le défaut de certains humoristes engagés. Ils vont dire, on me prend pas parce que machin. Et en fait, c'est juste que quand ils arrivent, c'est trop militant, ou les blagues sont pas assez... Après, mais ça, moi, je le redis, par contre, moi, je te dis, la barrière à l'entrée, c'est que le milieu est très toxique, et c'est très dur juste de traîner sur ces plateaux. Psychologiquement, faut être super armé, quoi. Et c'est plus ça, pour moi, la barrière à l'entrée, que de faire de l'humour engagé, quoi. Tu vois, effectivement, au Paname, ils font jouer... franchement, c'était quand que t'as vu Norman C'était il y a longtemps, quand même. Ouais, mais c'était il y a genre 2-3 ans. C'était pile avant que ça explose. Avant. Bon. Mais par contre, c'était déjà connu de partout. Ouais. Tout le monde le savait, même sur Internet. C'est ça. Mais ça avait pas encore explosé. En fait, c'est ça. Sur ce genre de plateau, tu peux te retrouver souvent à jouer avec des gens dont tu sais que c'est des oppresseurs ou des prédateurs sexuels, et que d'ailleurs, il y en a qui... Après, il y a des cas qui explosent et tout. Ça, c'est des situations qui me sont arrivées plusieurs fois. Et en fait, t'as juste pas envie de côtoyer ces gens-là, où tu vois de l'humour et t'es là, j'ai juste pas envie. C'est plus ça, la barrière à l'entrée, en fait, tu vois. Oui, je comprends. Tu préserves ta santé mentale. Justement, pour parler de ça, je voulais te poser une question, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont révélées dans le milieu du stand-up, et notamment le fait que le stand-up, c'est un milieu qui est très masculin. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent, notamment du fait qu'il y a beaucoup de plateaux qui sont 100% masculins, qu'on voit très peu de femmes et de minorités de genre sur ces derniers. Il y a souvent aussi des blagues sexistes, discriminatoires, qui sont dites en off ou en on, un peu de partout. Et il y a aussi beaucoup d'histoires de VSS. Là-dessus, il y a beaucoup de paroles qui se sont fait entendre ces dernières années, et les choses commencent à bouger. Est-ce que toi, t'as remarqué des avancées ou pas sur ce sujet, et c'est quoi ton avis là-dessus J'ai remarqué qu'il y a effectivement on va dire un écosystème qui s'est créé, tu vois. C'est plus, t'as aussi un endroit qui s'appelle la Nouvelle Scène, qui a une péniche qui fait de l'humour engagé. Ils ont un plateau, mais c'est surtout qu'une fois par semaine, sinon c'est beaucoup des heures, et c'est plutôt des humoristes de qualité et vraiment engagés. Elles ont créé une charte, en tout cas, justement, contre les VVS, là. Et, je mets tout ça en description, en tout cas. Ouais. Et qui s'appelle Danse au Comedy Club, et c'est justement on programme pas les gens qui ont des casseroles, on fait en sorte que ce soit bienveillant, enfin faut regarder en détail, et donc elles ont quand même mis la lumière là-dessus. Et du coup, j'ai plus l'impression qu'on communique, nous aussi on communique beaucoup là-dessus, en disant c'est bienveillant, c'est inclusif, normalement vous allez pas être heurté si vous venez. Après c'est pas évident de pas heurter quelqu'un, tu peux jamais voilà. assurer à 100%. Non, c'est ça. Mais voilà, moi j'essaye, c'est pas toujours facile effectivement de faire aussi un travail là-dessus, de si j'entends... en gros, il y a souvent des histoires qui ressortent pas dans la presse, mais où tu apprends que tel humoriste, et en fait il est hyper violent en plateau avec les femmes, enfin il y a des histoires, et donc je les déprogramme si malheureusement sans savoir on l'avait programmé, ou je les programme pas. C'est quasiment jamais arrivé, mais en tout cas dès qu'il y a une victime ou quoi, ou que c'est porté à notre attention, on fait plus jouer les gens. Enfin il y a ce travail de veille. Après des fois malheureusement, pour être transparente avec toi, c'est un travail que j'ai pas toujours le temps de faire. Il y a des cas, voilà. Tu dois appeler tout le monde, tu parles avec les deux parties, ou quelqu'un le fait à ta place parce qu'il y a une autre comédie club engagée qui est aussi embêtée parce que c'est humoriste, voilà. Mais je suis pas en train de te parler de Seb Melia, tu vois, je te parle de gens, c'est compliqué, enfin bon. Où t'es là, mais en même temps, cette personne... mais il n'y a pas des assos pour... Donc, des fois, on doit nous-mêmes démêler les choses un peu. En général, on est sur la voie de la victime, et je suis en mode, là, s'il y a eu un truc, c'est non. Mais des fois, il y a eu des situations qui étaient un peu plus complexes. C'est sûr que... Normalement, il y a aussi des associations qui peuvent aider les assos à ça, justement. Ça m'intéresse. Donne-moi les noms, parce que moi, c'est un vrai problème. Là, il y a eu des histoires, je t'avoue. Là, cette fin d'année, du coup, comme j'étais en reconversion, je travaillais énormément. Et il y a eu une ou deux histoires où je passe pas ma vie à faire ça non plus, rassure-toi, mais
La principale, c'est quand même... Enfin, mais où malheureusement, je disais, moi, j'ai pas le temps là de mener une enquête, donc pour l'instant, je programme personne. Enfin, Oui. voilà. Oui, dans le doute, Dans le doute, c'est non, c'est sûr. Oui. En tout cas, effectivement, il y a pas mal de sexisme, des gens que t'as pas envie de côtoyer dans ces milieux-là. Après, t'as aussi des gens sympas, faut pas non plus tout diaboliser. Enfin, il y a aussi des gens bienveillants, oui. puis t'as des gens qui font pas de l'humour engagé, mais qui sont des gens super quand même. Souvent, quand il y a des paroles de victimes qui sont entendues, enfin qui ressortent en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de structure aussi pour les accompagner et que c'est d'autres humoristes qui sont obligés de se charger de ça. Par exemple, Florence Mendes, j'ai l'impression que elle a fait un boulot énorme de recueil de témoignages alors que c'est pas du tout son taf. À la base, elle est juste humoriste, enfin, sauf si je me trompe. Et du coup, comment est-ce que tu sais s'il y a justement maintenant des choses qui sont mises en place dans le milieu en général pour faire attention justement aux gens sur les plateaux? Est-ce que vous avez même des syndicats, des assos qui vous accompagnent en général dans l'humour? Mais ce serait vraiment utile parce que tu pointes du doigt un truc très intéressant qui est qu'en effet, ça, j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça où un humoriste se fait accuser et en fait c'est effectivement d'autres humoristes, c'est souvent d'ailleurs des femmes qui se retrouvent effectivement à le confronter, à s'attaquer à lui, à vivre des situations hyper glauques alors qu'à la base nous on est là pour faire rigoler les gens, ce qui les met en danger aussi, qui met en danger leur carrière. Ouais, c'est ça. Puis ça te démoralise. Enfin, tu vois, tu fais ça, tu te retrouves dans il y a des histoires moi je connais une humoriste effectivement qui avait accompagné une autre humoriste dans une situation comme ça et tout. Après c'est même elle qui a été attaquée en fait en justice, ou menacée d'être attaquée en justice. Enfin c'est hyper loin. Ouais. Et c'est plus un cadre où tu peux vraiment travailler. Et effectivement, t'as raison. Contrairement à l'entreprise, où t'as quand même effectivement une organisation, il y a effectivement, je pense, une carence là-dedans. Et je sais que du coup, dans ce comedy club, ils font des choses. Mais en fait, c'est vrai qu'enfin, c'est quand même un milieu. Moi, j'avais pas prévu de me retrouver à gérer ça, quoi. Et oui, tu m'étonnes. Et non, je le dis avec un peu de colère parce que c'est vrai que je pensais pas. Oui, c'est quand même un milieu où t'as pas mal de situations. Et puis après, il y a aussi le fait qu'effectivement, quand tu vas sur les plateaux qui sont pas féministes ou que tu vas aller voir un humoriste comme ça par hasard, tu peux te retrouver avec une personne qui dit des choses archi violentes sur les femmes et tout, enfin pas drôle du tout, et t'es là. Puis je pense que comme c'était un milieu, et ça tend à changer bien sûr, mais comme c'était à la base un milieu qui était quand même très masculin, et comme dans le cinéma ou dans la photo, ou voilà, et du coup t'as un peu un entre-soi qui te permet aussi de pouvoir être un peu impuni tout le temps si tu te permets plus. Et ça se voit aujourd'hui dans le cinéma. Les réalisateurs avant se permettaient énormément de choses. Par exemple, il y a le réalisateur, c'est Benoît Jacot, je crois, qui sortait du coup avec, en tout cas, une actrice mineure. Judith Godrèche à l'époque. Voilà, une actrice mineure et qui le disait dans les médias et partout. Et c'était complètement impuni. Il pouvait faire ce qu'il voulait alors qu'il disait lui-même que c'était illégal en vrai ce qu'il faisait. Mais il passait sur des plateaux télé et il racontait ça normal. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vu que justement il y a des paroles qui se font entendre, que le milieu est beaucoup plus se féminise aussi, etc. En fait, les gens montrent leur désaccord avec ça, remettent un peu l'église au milieu du village et disent non, en fait c'est pas normal. Et du coup, aujourd'hui, tu pourrais pas voir j'espère en tout cas un Benoît Jacot à la télé qui dit ça tranquille. J'ai l'impression que c'est peut-être aussi, je sais pas, je connais pas du tout, mais un peu la même chose dans l'humour. Ouais, c'est en train de changer quand même, parce qu'il y a beaucoup de... Oui, la voix est portée là-dessus. Et puis, en fait, il y a eu les France Télé, tout ça, qui ont un peu mis la pression. Il y a eu des histoires, il y a eu des captations de vidéos, tu vois, et du coup, ils disaient par contre, on veut la parité. Donc, ça a forcé, en fait, les programmateurs de salles à programmer plus de femmes, qui se sont avérées être très drôles, évidemment. Et du coup... Même si ça reste quand même très masculin. Franchement, il y a encore plein de plateaux où c'est que des hommes et tout, donc c'est honteux. Mais il y a un truc où il y a... Du coup, ces femmes humoristes, après, elles portent la voix là-dessus, etc. Donc j'ai l'impression que ça s'arrange, ça s'améliore un peu, même si tu continues à avoir des situations pas possibles, quoi. Au début du podcast, tu m'as dit que toi, t'as fondé aussi le greenwashing pour pouvoir parler aussi des luttes qui t'importaient et qui te tenaient à cœur. Et tu m'as dit que t'avais heureusement aussi trouvé d'autres humoristes qui étaient engagés sur ça et que ça t'avait donné envie de créer ce comedy club et d'en faire, d'inviter des humoristes
dont les valeurs te parlaient et tout. Est-ce que tu trouves, toi, le milieu de l'humour particulièrement politisé ou au contraire, tu trouves que ça manque et est-ce que tu aimerais que les choses bougent plus? L'objectif de l'humour, c'est du coup de faire rire et de divertir, donc je vais pas non plus jeter la pierre à ceux qui ne sont pas engagés. Après, c'est vrai que y a enfin oui, la plupart des humoristes sont pas spécialement engagés, vont plutôt parler de leur quotidien ou ce qui est aussi l'art, la discipline à la base, c'est de parler de son quotidien de façon drôle. Donc c'est pas quelque chose que je vous reproche. Après, je trouve ça cool qu'il y ait de l'humour engagé. C'est crucial en ce moment, c'est sûr. Donc j'espère qu'il y en aura plus. Je vois qu'en ce moment, les gens quand même recherchent ça, effectivement. J'imagine que ça va s'intensifier avec la situation dans le monde et tout. Donc, Et justement, d'après toi, est-ce que l'humour peut avoir un impact fort sur les luttes actuelles? Est-ce que ça peut permettre de les mettre en valeur ou d'en parler plus? Non, mais moi je suis convaincue que c'est utile. Moi je suis à fond l'écologie parce que j'aime la nature, pour des raisons familiales aussi, parce que j'ai des parents qui viennent de milieux ruraux et que j'ai vu ces milieux se faire... à travers le récit de mes parents et même mon vécu, j'ai vu ces milieux être désagrégés, quoi. Enfin, être vraiment détruits par les écosystèmes détruits et tout ça. Donc, c'est pour ça que je suis écolo. Mais après, justement, il y a un truc... Enfin, en fait, c'est un exemple que je cite souvent. En fait, tu vois, quand j'étais genre enfant, je suis tombée sur Groland, tu vois, et t'avais un sketch, et c'était en mode, t'avais un espèce de gars hyper poilu, adipeux, horrible, et lui, il se lavait avec du gel douche, tu vois. Et c'était juste un montage alterné, où ça disait le gel douche, et tu vois, tu le voyais, ça donnait pas envie, et après ça a coupé, et là c'était sur une meuf super gaulée, et il disait la savonnette, c'est écologique, c'est bien. Non, bah ça peut sembler oppressif. Bon. Non, mais ouais, c'est vrai. Non, mais c'est drôle. En fait, le montage était marrant, ça me semblait pas. La meuf était pas à poil. Enfin, bon, peut-être maintenant avec un nouveau regard, ça je dis pas, ça pourrait sembler très. En tout cas, le gel douche, ça avait l'air horrible, et la savonnette, ça avait l'air super, tu vois. Parce que... et en fait, ça fait une espèce de collage dans ma tête. Et du coup, vraiment, moi, le gel douche, pour moi, c'est le diable, tu vois. Et je trouve que l'humour, ça permet de faire ça. Ça permet de créer des visuels, des punchlines, des trucs super efficaces qui font que ça va très vite te mettre dans un camp. Il y a ça, il y a le fait que ça met en avant aussi... En fait, tu retiens la blague, tu retiens le truc. Une bonne blague, ça se raconte. Donc si t'as une bonne blague sur un événement politique ou un truc, tu vas la raconter et du coup, tu vas porter le message politique. Et le dernier point, et ça c'est le plus important, c'est que l'humour, normalement, c'est pas censé blesser les gens, en fait. C'est-à-dire que normalement, si c'est bien fait, c'est pas toujours même... Enfin, il faut être très fort, hein. Même moi, ça peut... Enfin, tu vois, mais... L'humour, normalement, c'est pas censé blesser les gens. Et du coup, normalement, tu peux arriver à ramener les gens à toi en faisant des blagues et à ce qu'ils rient d'eux, mais aussi à toi te dédiaboliser. C'est-à-dire, si nous, c'est ça qu'on fait, on joue, on dit ouais, on est écolo, etc. Et puis en fait, on fait des blagues, et les gens ils sont marrants et on rit de nos faiblesses et tout ça. Les gens ils passent un bon moment, ils rigolent. Après, ils se disent, bah moi je croyais que les écolos c'était des gros relous radicaux. En fait, c'est juste des gens comme moi, qui, leur histoire de vie fait qu'ils ont un autre point de vue, tu vois. Et c'est surtout ça, en fait, ça réunit les gens, normalement. Oui, grave. Et c'est intéressant d'avoir ce propos, je trouve, à une époque où on entend beaucoup « Ah, on peut plus rien dire, on peut plus faire des blagues sur tel ou tel sujet. » Et toi, ce que tu dis, c'est « si on peut faire des blagues grave, sans heurter les gens, ouais. Mais être hyper libre dans son propos sans heurter les gens, j'ai l'impression. » Oui, mais même, je te parle même pas de faire de l'humour bienveillant où t'as réfléchi pendant des heures et tout. En vrai, j'ai l'impression que quelqu'un qui est très très habile, il peut réussir à faire rire de plein de sujets et que ce soit drôle, tu vois. Et que du coup, les gens se sentent pas blessés, mais il faut que ce soit très bien fait, tu vois. Voilà. Après, bon, il y a quand même une question de point de vue. C'est sûr que moi, si devant moi, quelle que soit la blague, si tu fais une blague où le ressort comique, c'est qu'en fait, les femmes, elles devraient, tu vois, être consacrées aux tâches ménagères ou où elles sont intelligentes ou machin, je vais jamais rire. Elle aura beau été bien écrite. Voilà, ça me fera jamais rire. Voilà, c'est ça. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a moyen d'être subtil, tu vois. Grave. Et que du coup, ça permet de rassembler les gens, quoi.
Ouais, ou tu sais, des fois, nous, des fois, on va dans des endroits, il y a des politiques, mais c'est pas des politiques, tu vois, d'extrême droite non plus, hein, mais il y a des politiques et puis ils sont pas forcément de notre bord et tout, mais on les fait rire, et franchement, ils rient, quoi. Donc, en fait, t'as des gens qui sont capables de se remettre en question, ils vont pas changer tout leur aspect de leur vie, mais ils sont capables aussi de rire d'eux et, tu vois, de prendre conscience de choses. C'est une loupe, quoi. Donc, ça peut te faire prendre conscience de certains de tes défauts. Grave. Vous participez souvent aussi à des tables rondes, des conférences, des médias. Vous prenez beaucoup la parole dans les médias. Et justement, qu'est-ce que tu penses du traitement médiatique qu'a l'écologie aujourd'hui et qu'est-ce que vous aimeriez ramener sur la table face à ce propos-là ? Bah déjà c'est un peu ce qu'on ramène parce qu'il y a beaucoup de greenwashing, donc tu vas avoir toutes les entreprises effectivement qui vont donner l'impression qu'elles font des actions écologiques, puis en fait c'est une goutte d'eau, quoi. Il y a ça, et dans les médias, c'est surtout qu'on n'en parle pas, quoi. C'est complètement occulté en fait. Et là c'est de pire en pire, enfin on en parle vraiment peu. C'est surtout ça le problème. Enfin c'est de pas se rendre compte que c'est l'urgence, c'est ça, quoi. Enfin, Et tu parlais de BFM tout à l'heure, j'ai regardé ton extrait il y a pas longtemps et tu me dis si je me trompe, j'ai l'impression que c'était à ce moment-là que tu avais dit ça. Tu avais dit du coup sur le plateau, dans les médias on entend souvent parler des gestes individuels alors que pour toi il faut parler aussi de lutte collective et de fait de société, d'industrie, de la façon dont est faite notre société. Oui, moi je pense que le nerf de la guerre c'est quand même les entreprises, hein. C'est eux qui polluent le plus, donc... c'est eux qu'il faut convaincre, quoi. Ouais. Et pour ça, il faut leur vendre quelque chose de désirable. Mais ouais, enfin, tant qu'il y aura des... Ouais, ça se joue quand même aussi entre les consommateurs et les entreprises, quoi. Mais oui, de toute façon, c'est collectif, c'est pas des petits... Mais par contre, je crois vraiment dans le côté... En fait, je pense que pour sensibiliser les gens à l'écologie, il faut leur montrer quelque chose qui les concerne, en fait. Tu vois, un lieu à côté, un espace de nature à côté de chez eux qui peuvent être en péril, leur famille, leurs enfants qui peuvent être atteints par quelque chose. Donc, c'est pour ça que la lutte locale, elle est super importante, parce que c'est important de mettre les choses en avant sur le plan local, parce que tant que tu montres un truc qui est loin, il y a plein d'études qui montrent ça, hein, si tu montres plus c'est loin de chez toi, moins tu te sens concerné, quoi. Ouais. Donc je dirais que c'est systémique, il faut parler dans les médias, etc., il faut parler aux masses, mais je pense que il faut vraiment que les gens ils se parlent entre eux en vrai, quoi. Et justement, à propos de ça, tu disais tout à l'heure que tu parlais aussi bien à des publics qui sont très sensibles à ces questions qu'à des publics qui sont beaucoup moins politisés sur l'environnement. Déjà, comment tu fais pour avoir plusieurs publics différents ? En fait, et qu'est-ce que tu veux leur apporter aux gens en général ? Quand quelqu'un vient te voir, qu'est-ce que tu veux leur transmettre ? Moi, ce que je veux leur transmettre, c'est... oui, effectivement, il y a plusieurs publics. Donc, il y a des personnes qui vont être très sensibles à l'écologie, et du coup, ils peuvent être aussi dans un burn-out militant ou autre. Et eux, ils sont plus en recherche de rire de nos contradictions, etc., de passer un moment ensemble, et voilà. Tu vois, il y a aussi plein de... Parce que nous, on va beaucoup faire des sketchs aussi sur des expériences écolo qu'on a menées et puis qui se sont pas passées comme on le souhaitait et tout ça. Donc, les gens, ça les fait rire et tout. Ça leur fait plaisir d'entendre quelqu'un dire ce qu'il pense avec d'autres mots, avec des blagues, d'en faire des blagues... de se moquer des puissants et tout ça, etc. Et donc là, il y a cet aspect-là. Et ensuite, l'autre chose qu'il peut y avoir, c'est effectivement, en fait, l'autre public qu'on a, c'est le public des entreprises. Enfin, il y a deux choses. Il y a les humoristes qu'on programme, qui jouent des sketchs écolos chez nous. Après, ils jouent sur des plateaux où les gens sont pas écolos. Et du coup, tu vois, c'est des plateaux classiques et qui sont pas engagés. Et du coup, ils mettent un peu des idées féministes, écolos, etc. dans la tête des gens. Et ça, c'est chouette. Et après, nous, il y a le public des entreprises où là, en général, c'est le responsable RSE qui nous a programmés. Et les gens sont pas forcément sensibles à l'écologie. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on attire leur attention sur la façon dont sont produites les choses et fabriquées, et que peut-être qu'il faudrait faire plus attention, ou on va attirer leur attention sur des expériences chouettes qu'on a pu vivre dans la nature, etc., qui vont aussi leur donner juste envie d'aller dans la nature, tu vois, c'est déjà un début.
On va aussi un peu des fois tacler, mais très gentiment, la politique RSE de l'entreprise, mais ça vite fait, parce que le but, c'est pas donc, enfin, tu vois, c'est quand même qu'ils passent un bon moment, donc ce serait un peu contre-productif, tu vois, si on se mettait tout le monde à dos, donc on va pas non plus dans leur sens, mais tu vois, on peut tacler un peu gentiment. Et du coup, là, c'est chouette, mais je trouve que c'est surtout ça, en fait, le levier essentiel, parce que c'est les retours qu'on nous fait, c'est ok, bon, il y a peut-être des petits slogans, des petites punchlines qui vont s'imprimer, peut-être qu'après ils achèteront plus jamais chez Shein. Par exemple, moi je fais un sketch sur Shein, peut-être pas qu'ils achètent. Ouais, après avoir entendu mon sketch, ça remettra peut-être les choses en question, je sais pas. Mais c'est surtout la dédiabolisation, je pense. C'est le côté de se dire, bon, franchement, on a passé 1 heure avec eux, ils étaient marrants, tu vois. Et si on a fait ça, c'est déjà pas mal, parce que c'est un peu le souci là, c'est que les gens ils se parlent de moins en moins. Et c'est vrai qu'on a une vision de l'écolo comme de quelqu'un de punitif, du coup, Enfin oui, on a une vision hyper mauvaise des écolos, alors qu'en fait... Alors que c'est un mode de vie qui est clairement désirable, hein. Ouais. Les Lyonnais, il faut faire les blagues sur la température, parce que là, en ce moment, ils sont tous en train de crever de chaud, donc... voilà. Ok, donc on va passer aux questions de fin. Est-ce que tu aurais 3 humoristes à nous recommander au micro du podcast? En France, on l'a déjà cité. Bon, il y a Lou Trottignon, je vais peut-être en faire un peu plus. Effectivement. Non, je crois que c'était en off qu'on en a parlé. Ah, d'accord. Donc en France, il y a Lou Trottignon, Adèle Fugazi, que j'aime beaucoup, qui fait de l'humour absurde. Et en fait, justement, c'est pas un humoriste qui est... Enfin, je pense pas qu'il est volontairement engagé, mais nous, on le programme très souvent parce que y a plein de ces sketchs qui sont engagés, en fait. Donc voilà, il faudrait lui demander, hein, peut-être qu'il me considère comme un humoriste engagé, mais je crois pas, plus dans l'absurde et tout, mais au final, il a fait plein de sets super engagés aussi, quoi. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est une américaine qui s'appelle Chelsea Handler, et son engagement c'est plus, mais c'est cool, quoi, c'est de défendre, déjà elle est super drôle, et elle, son perso c'est plus, j'ai 50 ans, j'ai pas d'enfant, je vis ma meilleure vie, et alors il y a quoi, et tout. Donc ça, je trouve c'est cool d'entendre ce genre de discours féminin, donc trop bien. Enfin après il y en a plein d'autres, mais on les connaît souvent. Trop bien. On parlait du coup tout à l'heure des stand-uppers et de leurs conditions de travail et du fait aussi que c'est pas facile parfois d'entrer dans le monde du stand-up. Alors là, je voulais savoir si tu pouvais proposer une action concrète et facile à mettre en place pour le public, pour qu'il puisse soutenir des artistes émergents dans le milieu du stand-up. Je pense que c'est quand même aller sur les plateaux, quoi. Ouais, aller voir un maximum de plateaux, revenir sur les plateaux. Nous, c'est vrai que souvent, les gens, ils viennent, ils ont passé un super moment. Enfin, ils nous le disent, hein. Ils nous disent on a passé un bon moment. Et ils reviennent, tu vois. Mais je pense qu'ils reviennent pas parce qu'ils se disent, j'ai déjà vu le greenwashing une fois, j'ai capté et tout. Alors qu'en fait, comme on change tout le temps les artistes, c'est vraiment possible aussi, tu vois, si t'aimes un plateau et leur direction artistique, de revenir au plateau. On a des habitués, mais tu vois, plus encore, je pense. Ce qu'on dit en fin de spectacle, c'est pas mal de les rajouter. En vrai, c'est bien de les rajouter sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu ça qui fait qu'après, tu peux jouer sur d'autres plateaux. Toute ta notoriété, elle vient des réseaux. Aujourd'hui, ça part plus important. Pour remplir ta salle, t'as besoin d'avoir beaucoup de followers et tout. Voilà. Ouais, grave. Et sur ce que tu disais tout à l'heure, ça m'est revenu ma question. C'est vrai que vous, comme vous faites spécifiquement de l'humour sur les actualités politiques aussi, enfin, vous parlez beaucoup, je sais pas, la dernière fois, j'ai vu des anecdotes sur ce qui s'est passé avec tel milliardaire et telle dinguerie qu'il a fait, etc. Est-ce que tu as l'impression que ça vous demande un effort d'écriture beaucoup plus récurrent, de changer souvent les blagues ou pas? Un effort, je sais pas. Après, je te dis, c'est ça, ça dépend pour toi, ce que c'est qu'être humoriste. Et c'est vrai que pour moi, c'est quand même réécrire souvent des blagues, faire du neuf, voilà, sur le vif et tout. Et après, t'as des gens, je te dis, ils font tout le temps le même truc, donc j'en sais rien. Mais non, je trouve que c'est bien de réécrire, quoi. Okay. Parce que c'est du spectacle vivant, c'est ça l'intérêt. Il y a une autre question aussi que je pose souvent avec celle d'avant, c'est quelles mesures ou actions, d'après toi, amélioreraient grandement la compréhension des enjeux écologiques par la société et les avancées dans ce sens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait qu'on peut plus entendre justement les problématiques autour de l'écologie? Si tu sèches, il y a si, mais je cherche un truc original à te dire. Après, oui, forcément, parler... le vote, en vrai, hein, c'est ce qu'on dit toujours, hein. Enfin là, la solution, c'est effectivement de s'emparer du pouvoir, en fait. C'est par le vote qu'on va y arriver. Enfin, il faut que les gens ils votent pour
parties qui sont sensibles à l'écologie, et puis comme ça, ce sera au centre du débat. Et après, le dialogue, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi, je pense. Faut continuer à dialoguer, quoi. Mais je te le dis, mais moi, c'est une galère pour moi. Enfin, tu vois, moi, avant, je connaissais vaguement, vite fait, tu vois, des gens dont je savais qui votaient pour Zemmour et tout. Et je t'avoue que l'an dernier, quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, j'ai tellement eu peur que Bardella passe que maintenant, je veux plus leur adresser la parole. Bon, je leur parlais déjà pas beaucoup, mais si tu veux, là, maintenant, je suis passée un peu sur un truc... je comprends. Hein. Et vraiment, ça me... Et enfin, j'imagine, on est tous dans cette situation-là, parce que ça m'a fait tellement peur. Je me suis dit, ta connerie de vouloir voter pour Zemmour pour rigoler, ou je sais pas quoi. Enfin, t'as vu, enfin bon, ça m'a complètement... voilà. Et après, je connais des gens, ils ont des gens comme ça dans leur famille, c'est encore plus compliqué. Bon, bref. C'est là le problème, c'est qu'effectivement, je pense que le problème, c'est que si on arrête de dialoguer, je suis pas sûre que ma démarche est la bonne, tu vois, de dire, moi, je veux plus entendre parler de ces gens-là, ça me crispe trop. Parce que, je sais pas, est-ce qu'il faut les mettre au banc de la... Enfin, tu vois, leur dire vraiment, moi, ce que tu fais, c'est pas normal, parce que c'est pas... Enfin, avec la dédiabolisation et tout ça, non, en fait, c'est monstrueux. Ou est-ce qu'il faut quand même dialoguer ? Peut-être qu'il faut quand même dialoguer, parce qu'effectivement, le jour où on dialoguera plus... En fait, les gens, et surtout, bon, c'est aussi beaucoup le patriarcat, les hommes et tout, ils veulent jamais reconnaître leur tort. Mais n'importe qui, en fait, les gens, ils sont peut-être OK pour dire « Ok, je me fais une erreur, je me suis trompée. » Mais si tu leur dis « T'es un monstre, t'es fondamentalement méchant », en fait, t'as peu de gens qui vont... En fait, il y a beaucoup de gens, et souvent les hommes, ils n'ont pas d'empathie. Donc, en fait, ils se rendent pas... Peu d'empathie. Donc, ils ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils font du mal aux autres. Donc, du coup, si tu leur dis qu'ils t'ont blessé ou quoi, ils sont pas d'accord parce que eux, de base, ils pensent qu'ils sont gentils. Et c'est sur ce nœud-là qu'il faut travailler sur les gens. Je pense qu'il faut pas heurter le côté où ils se disent qu'eux, ils sont gentils. Enfin, tu vois ? Non, parce mais je vois ce que tu veux dire. Si tu commences à les mettre en monstres, ils vont arrêter le dialogue, en fait. Donc, c'est tout un truc. Mais du coup, il faut avoir la patience de le faire et l'énergie. Exactement. Et souvent, si on parle d'hommes, par exemple, tu te retrouves face à des gens qui sont éduqués pour moins t'écouter aussi. Oui, bah oui. Du coup, moi, je comprends les deux. Je comprends les gens qui sont en mode pédagogie à fond, continue à sensibiliser ou à être dans le dialogue et tout. Et je comprends carrément aussi les gens qui disent, en fait, j'en peux plus de me recevoir des insultes sexistes ou racistes dans la gueule quand j'essaye de parler à quelqu'un. Du coup, je stoppe. Je peux plus entendre ça. Ça me heurte trop. Et de toute façon, on m'écoute pas. Donc, je comprends les deux, moi. Moi, je suis plus... J'essaye encore d'avoir l'énergie d'être dans le dialogue, mais c'est pas toujours évident en vrai. Ouais, non, grave. Ouais, non, mais c'est un vrai questionnement. Moi, j'ai l'impression qu'il faut continuer à discuter parce que sinon, ça va être pire, quoi. Et la question de fin du podcast, c'est celle que je pose à tout le monde, c'est qu'est-ce qui personnellement te donne espoir pour la suite ? Le public du Greenwashing Comedy Club. Non, mais c'est vrai que ça donne espoir quand tu les vois, là, engagés à faire plein d'actions, des fois des actions très militantes, puis à réfléchir ensemble et tout, etc., avec leur bienveillance et tout ça. Tous les endroits un peu... moi, je connais surtout la Lozère, mais il n'y a pas que ça. Je pense en Ardèche, ou je sais pas, il y a plein d'endroits où il y a des gens, en fait, qui vivent pas comme nous, enfin, qui sont vachement dans le collaboratif... etc. Donc ça te montre que d'autres choses sont possibles. Tous les mouvements en fait de la transition écologique qui te montrent que finalement il y a des modèles qui sont viables et qui sont hors du système capitaliste. Voilà. Grave. Où est-ce qu'on pourra retrouver le Greenwashing Comedy Club ? Est-ce que vous avez soit des dates de prévues ou comment est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux ? Là, je pense qu'il faut vraiment nous suivre sur notre Instagram, @Greenwashing Comedy Club. À la rentrée, on a des dates, mais on en a plein, mais elles sont pas encore fixées. Donc le mieux, c'est de nous rajouter sur notre Instagram et comme ça, on actualise tous les mois. Parce que comme on est nomade, on change tout le temps de lieu. Donc ouais. Voilà. Okay. Trop bien. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous invite à aller suivre du coup le Greenwashing Comedy Club sur son compte Instagram ainsi que Anne. Je tiens encore une fois à la remercier pour son partage, pour son temps. N'hésitez pas à soutenir le podcast sur ces différentes plateformes, comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment trop important pour que le projet puisse survivre. D'ailleurs, cet épisode a été enregistré dans une salle à Paris parce que ne connaissant pas Anne, j'allais pas l'inviter chez mes parents, voilà. Donc j'ai pu louer une salle grâce à vos dons.
Donc voilà, c'est vraiment essentiel pour que je puisse rencontrer de nouveaux et nouvelles invités. Je pars à Chambéry aussi enregistrer bientôt un autre épisode grâce à vos dons, donc merci à toutes celles et ceux qui pourront le faire, et sinon juste un partage sur les réseaux, c'est déjà génial. Merci à vous, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets, et je vous dis à 2 semaines pour un nouvel épisode.